on va jamais être rigide avec le plan qu'on a mis en place parce que le plan, c'est toujours le plan A. Et le plan A, c'est jamais celui qui est fait du début à la fin. Il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un C de version 3. Et c'est de l'itération en fait. Et ça au début, c'est dur parce que tu te dis non, mais moi j'ai envie d'écrire un programme maintenant pendant 16 semaines et puis on va suivre le programme à la lettre. Mais on n'est pas des machines. On n'est pas des machines, on est des êtres vivants, on est des êtres vivants complexes qui réagissons à une infinité encore une fois, de paramètres, de stimuli et d'inputs de notre environnement par rapport même à la saison dans laquelle on se trouve. La transition octobre-novembre, quand il commence à faire plus froid, il n'y a plus de vitamine D avec le soleil, et ben ça va avoir un impact sur notre rythme d'entraînement et sur la capacité de récupération et potentiellement la qualité du sommeil, l'humeur, la motivation à l'entraînement. Ça, c'est tout des choses qu'on ne peut pas juste paramétrer 6 mois à l'avance. Donc, tu es obligé de faire un plan, de comprendre que ce plan, il est imparfait, mais c'est pas grave parce qu'au fur et à mesure, on va l'adapter et on va le faire évoluer avec les retours de l'athlète. Salut Noah, tu vas bien ? Salut Sean, ça va et toi? Ça va très très bien. Je me réjouis de notre petit échange aujourd'hui et pour que les gens sachent un petit peu ce qui se passe, est-ce que tu peux nous te présenter déjà et puis nous expliquer le contexte du petit call qu'on fait ensemble ? Ouais, pas de souci. Alors moi je m'appelle Noah Trapp, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je suis athlète de haut niveau en judo et en parallèle de ça, je suis en licence 3, donc en bachelor, en troisième année, en sciences du sport. J'ai fait appel à Sean parce que premièrement c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, que je suis sur les réseaux sociaux, les podcasts un petit peu partout. Et je fais un module sur la périodisation, la planification d'entraînement. Et simplement, je l'ai contacté pour qu'il m'aide un petit peu dans le cadre de mes études, pour lui poser un peu des questions qui m'animent, qui me passionnent, auxquelles j'ai pas forcément de réponse ou auxquelles j'ai des réponses, mais auxquelles peut-être j'aimerais approfondir un petit peu, on va dire. Trop bien. Bah écoute, j'ai hâte d'échanger avec toi Noah. Je te laisse mener l'échange. Allez, super, c'est parti. Alors, la première question pour commencer un petit peu, j'aimerais un petit peu qu'on parle à l'université ou dans les différentes certifications, les différents ouvrages que je lis, on parle beaucoup des différents modèles de périodisation, on parle de linéaire, ondulatoire, on voit un petit peu tout ça. Moi, j'aimerais un petit peu revenir sur quelque chose que j'ai lu et que j'ai découvert sur des vidéos, notamment à l'UFC, où ils parlent que souvent, les gens, ils confondent un petit peu le modèle qu'ils veulent utiliser et ils confondent justement, ils s'éloignent un peu de l'essentiel. C'est-à-dire que mon athlète, qu'est-ce qu'il a besoin en fait? Le contexte, de quoi il est, dans quel contexte, qu'est-ce que je peux lui apporter? C'est quoi toi ton avis là-dessus? Est-ce que toi, tu préfères un préparateur physique qui te dit, OK, moi, je suis, on va dire, je sais pas, j'utilise le modèle ondulatoire ou par bloc, peu importe ce qui se passe. Ou est-ce que tu préfères quelqu'un qui se dit, OK, mon athlète, il a quel âge, dans quel contexte il se trouve, que je pourrais lui apporter ou qu'est-ce qui se prêterait mieux, on va dire, à ce type d'athlète? Il y a un mot que tu as cité qui est celui du contexte, qui, à mon avis, est le cœur en fait de notre travail en tant que préparateur physique. Et si tu te maries à des modèles, que ce soit des modèles de périodisation, des modèles au niveau d'exercice, en gros des méthodes au final, si tu te maries à des méthodes plutôt qu'à des principes, à mon avis, tu peux, alors ça peut très bien fonctionner dans certaines situations, si les méthodes avec lesquelles tu as peut-être une affinité ou que tu préfères ou que tu as bien vu fonctionner dans le passé, peut-être que ça va bien fonctionner pour un certain type d'athlète ou dans un certain sport. Mais à mon avis, si tu veux pouvoir coacher un grand nombre de sportifs avec des niveaux différents dans des sports différents, c'est important de d'abord penser au contexte. Et donc ça, au final, moi, pour moi la base de départ. Et d'ailleurs, quand je forme les coachs et les prépas physiques sur la planification et la programmation, c'est le début en fait. On apprend d'abord les principes, comment est-ce que le corps il s'adapte, les bases physiologiques de l'endurance, etc. Mais de la préparation physique, ça marche pareil. Et après, on voit vraiment comment tu fais une prise en charge au niveau de l'analyse de la situation. Comment est-ce que tu analyses les besoins du sportif? Comment est-ce que tu analyses sa semaine d'entraînement actuelle? Qu'est-ce que la personne fait actuellement? Et quand est-ce qu'on a l'objectif? Donc, on a trois facettes, si tu veux. On a le passé, le présent et le futur. Et on va vraiment prendre cette ligne du temps et la décortiquer. Et donc, pour moi, au début, c'est poser beaucoup de questions au final. Et c'est ça qui va te donner le vrai contexte. Et c'est ça qui va te permettre ensuite de choisir la bonne méthode, le bon modèle de périodisation, les bons exercices. Et donc, à mon sens, c'est plus intéressant de commencer avec l'athlète ou le sportif que tu as en face de toi et d'ensuite savoir choisir les outils qui vont t'aider à arriver aux objectifs. Je pense que, et ça peut-être qu'avec les années et l'expérience, ça devient de plus en plus clair, mais
en tout cas, mon expérience au début, quand j'avais commencé à coacher, eh ben, moi, je venais de l'haltéro. Ou en tout cas, je faisais de l'haltéro à ce moment-là. Donc, pour moi, les barres, je veux dire, le back squat, ça pouvait guérir le cancer. Les haltères, c'était pour les nuls. Les bandes, ça servait à rien. Les poulies, c'était vraiment à chier. Tu vois, donc, j'avais tous ces préjugés. Et après, j'ai commencé à utiliser des haltères. Je me disais, ah, c'est pas mal, en fait, ça, pour tel et tel exercice. Et après, j'étais dans une salle où il y avait qu'une machine à câble et il n'y avait rien d'autre. Et en fait, j'ai découvert que c'était un super outil qu'on pouvait bien utiliser si on le comprenait. Les bandes, ça a sa place. Et donc, au final, plus tu avances et moins, en fait, je pense, tu vas être focalisé sur les méthodes et tu vas te rendre compte que, en fait, toutes ces méthodes, ça fait partie de la boîte à outils du préparateur physique. Et ensuite, c'est savoir choisir le bon outil, hein, parce que c'est quoi le dicton? C'est que quand tu as seulement un marteau, tout ressemble à un clou. Et donc l'idée, c'est de développer sa boîte à outils pour avoir un panel large de possibilités. Et après, c'est savoir quel outil utiliser dans quel contexte. Et je pense que ça s'applique très bien aussi avec cette idée de modèle de périodisation. Ok, c'est super parce que moi, dans ma tête, tu vois, d'étudiants, enfin, c'est pas on nous dit, mais on essaye souvent de nous amener à, ok, choisissez par exemple un modèle et apprenez à l'appliquer très bien aux différents contextes. Et moi, je préfère plutôt cette approche en mode, je maîtrise un petit peu tous les modèles de planification et je sais les adapter, les remodeler en fonction de la tête que j'ai en face de moi. Ça fait plus sens, on va dire. C'est ce que tu me dis, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense que moi, je prendrais le problème dans l'autre sens et Ouais. j'essaierais de comprendre les différents modèles, comprendre leurs points forts, leurs points faibles, Ok. comprendre dans quel contexte c'est pertinent. Tu vois, par exemple, tu coaches quelqu'un en triathlon, et ben Ouais. avoir une approche en bloc, ça a pas mal de sens sur une prépa qui va durer 3 mois, 4 mois, 6 mois, selon comment se déroule la saison, selon à quelle période tu te trouves. Et peut-être que quelque chose d'ondulatoire ou d'intégration verticale aura plus de pertinence pour un sport collectif où en fait tu as un match tous les week-ends, selon les sports, tu as 2-3 matchs par semaine. Tu peux pas avoir des blocs de 4 mois où tu vas bosser qu'un seul truc, tu es obligé de tout bosser tout le temps et après disons peut-être d'être un petit peu plus fin avec les différents curseurs, ceux que tu vas bouger vers le haut, vers le bas, selon la période et selon le sportif, encore une fois. Parce que tu as un joueur de rugby qui aura besoin de plus de force et tu auras un joueur de rugby qui aura besoin de plus d'endurance, et ben tu vas pas rajouter les mêmes entraînements. Par contre, le modèle qu'on va utiliser, du fait du sport et de la saison, eh ben, il sera potentiellement similaire. Donc, moi, je prendrais le problème, comme tu Ouais. l'as dit, dans l'autre sens, contexte d'abord, et après, on choisit les outils. Ok, super, super. J'avais aussi une question, moi, qui me turlupine un petit peu, c'est que je me documente beaucoup, je regarde énormément de podcasts, et moi, l'impression que j'ai, c'est que la préparation physique, le monde de la périodisation, il varie beaucoup en fonction des pays. Je vais prendre par exemple l'exemple des États-Unis. Quand je regarde des vidéos, que ce soit ouais, des préparateurs physiques réputés, j'ai l'impression qu'ils misent énormément sur tout ce qui est force maximale. Ils adorent les méthodes conjugate. Par exemple, on travaille énormément lourd tout le temps, à tout moment de l'année, tu vois. J'ai l'impression qu'en Europe occidentale, en France, en Espagne, l'Italie, on est plus sur une approche prophylactique de la préparation physique. C'est qu'on dose beaucoup plus ce qu'on fait. On est très attentif ouais, à la périodisation de la force maximale. Par exemple, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux mondes ou deux cultures de la préparation physique complètement différentes. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu me rejoins ou pas du tout? Je pense que tu as des macro-cultures, comme tu l'as dit, au niveau de l'Amérique du Nord, au niveau de l'Europe, par exemple. Et après, tu as encore des micro-cultures qui vont émaner des sports en eux-mêmes. Hein, chaque Ok. sport a sa culture et chaque sport a une culture de préparation physique, hein, et elle est plus développée dans certains que d'autres. Ça va être influencé par la nature du sport en lui-même, ça va être influencé par les préparateurs physiques qui ont eu de la réussite dans ce sport, ça va être influencé par les contraintes sociales et politiques aussi du sport, parce que quand tu évolues dans un club de haut niveau, tu fais pas ce que tu veux. Souvent, tu dois suivre ce que le head of performance a décidé ou alors le head coach a décidé. Et si le head coach il a décidé que le travail de force était dangereux pour les joueurs de foot parce qu'ils vont se faire mal et que le travail de vitesse maximale c'était dangereux, je caricature mais pas trop en fait, Ouais, non, t'as et que raison. le travail de vitesse maximale c'était dangereux pour les ischios donc fallait pas trop en faire, et ben forcément toi en tant que prépa physique tu vas pas pouvoir faire tout ce que tu veux. Tu vas devoir être obligé de jouer dans ce moule-là. Mais ça, c'est peut-être vrai dans un club et c'est peut-être l'inverse dans un autre club parce que tu as un head of performance qui a eu de très bons résultats par le passé, qui a la confiance du head coach et qui va pouvoir décider de manière beaucoup plus libre. Ah, ben non, on va faire du travail sur le sprint, on va faire du sprint résisté, on va peut-être même faire du travail en survitesse avec ceux qui sont compétents pour le faire. On va faire de la force max à certains moments de la saison et on va le faire
intelligemment et bien parce qu'on sait l'impact positif que ça va avoir. Donc je pense que la culture, en fait, elle va elle va se décliner à différents niveaux, macro, micro. Et après, c'est à nous, encore une fois, d'aller piocher dans non seulement ces différentes cultures et de savoir, encore une fois, qu'est-ce qui manque en fait dans la culture dans laquelle je me trouve. Hein, toi, tu es dans le judo, donc Ouais. c'est quoi la culture de la prépa physique dans le judo en France et qu'est-ce que tu vois qui est très différent dans ce que vous faites par rapport à d'autres cultures ou d'autres sports ou d'autres pays et qu'est-ce qu'on pourrait en fait supplémenter, qu'est-ce qu'on pourrait complémenter dans notre approche ici. Je pense que c'est super intéressant justement d'aller, et je pense que tu as raison, moi c'est une des manières dont je me suis formé et je me forme encore aujourd'hui, c'est en m'exposant à différents courants de pensée, différentes personnes et différentes méthodes, et en me disant, OK, ça c'est intéressant, dans quel contexte ça peut être utile pour moi. Et donc je pense que cet aspect culturel, c'est intéressant de le creuser, c'est intéressant de le comprendre d'essayer d'en tirer un maximum pour, on va dire, améliorer ce que tu fais toi dans ton travail. Ok. Ouais, top. Franchement, top, parce que ça, c'est vraiment un truc qui me perturbait. Je voyais des fois des entraînements du même sport. Par exemple, on va parler de foot. Je voyais comme ils travaillaient aux États-Unis et des fois, je Mm. vois comme ils travaillent en Europe. Je me dis, mais c'est un autre sport, en fait, ce qu'ils font. Ils ne travaillent pas du tout de la même manière. Et justement, je pense qu'on a peut-être à un moment de la saison, à un moment de l'entraînement, tout intérêt à faire ce que eux ils font et pourquoi pas faire les deux en même temps, tu vois. Ça, des fois, que je trouve dommage, c'est que les gens, ils se contentent. Ils disent soit c'est complètement noir, soit c'est complètement blanc. Mais je pense qu'en mélangeant les deux, on peut être encore plus fort. Encore plus fort. Je dis souvent que c'est pas une question de où, c'est une question de et. Ça veut dire qu'il Ouais, faut pas choisir entre deux trucs, il faut savoir comment les mettre ensemble. ouais, Hein, à mon avis, il y a de la magie qui se passe quand tu commences à chercher à l'intersection des idées, à ouais. l'intersection des concepts ou des avis et des arguments. C'est peser le pour et le contre. Et tu vois, c'est toujours la réponse que les gens aiment pas trop, c'est ça dépend. Pour moi, ça dépend, c'est un début de réponse. Et c'est une bonne réponse seulement si ensuite tu peux euh, expliquer le spectre de possibilités. Dans ce contexte, je ferais plutôt ça, et dans ce contexte, je ferais plutôt ça. Là, ça devient intéressant. Mais il faut encore une fois le contexte. On revient à ça par rapport à ce qu'on a dit au début. Et c'est savoir dans quelle situation je réponds oui, dans quelle situation je réponds non, et pourquoi, et savoir l'argumenter. Et un truc que je trouve super intéressant en planification, c'est que il y a, tu peux tout justifier et son contraire. Il y a rarement une bonne réponse. Par contre, il y a quelle est ta justification derrière pour telle et telle idée et à quel moment tu vas l'utiliser. Donc, c'est important pour les préparateurs physiques, à mon avis, de développer sa pensée critique et de savoir argumenter des idées, le pour, le contre. Et à un moment donné, toi, tu vas devoir trancher. Hein, il n'y a pas d'algorithme qui va te dire, ah ouais, ça c'est la bonne réponse. Tu peux pas prendre tous tes paramètres d'entraînement, les mettre dans une formule et boum, tu as un indicateur qui sort en te disant c'est ça la bonne décision à prendre. Et ça, je pense qu'au début, c'est pas forcément facile parce que tu te dis ouais mais si je suis un flowchart et une suite logique à un moment donné ça va me donner une réponse et puis ça va être la bonne, Ouais. mais en fait tu as tellement de choses à garder en tête quand tu fais de la programmation que tu es obligé à un moment donné de trancher et de décider ok non en fait on va faire ça maintenant parce que. Et pour décider, je pense qu'il faut être clair sur les priorités. Hein, tu l'avais dit tout à l'heure, je pense que des fois on a tendance à se perdre dans des détails, soit des trucs très très détaillés, le nombre de répétitions par exemple, pour moi c'est le dernier truc auquel je pense, parce qu'il y a toute la réflexion en amont qui a été faite sur le macro de la saison, sur les objectifs, sur les besoins, et après on va de plus en plus petit, donc le plus petit c'est ce qui se décide en dernier, et encore une fois, au final, que tu fasses 5 reps ou 6 reps, c'est un peu réarranger les chaises sur le pont du Titanic, quoi. Ça va pas vraiment changer le Ouais. problème à la fin. Ou alors, sur des trucs, comme tu as dit, plus macro, on se concentre sur ah, je veux utiliser tel modèle, etc. Et en fait, peut-être que c'est juste pas le bon modèle pour la situation. Donc, il faut garder en tête les priorités. Il faut garder en tête qu'est-ce qui est important maintenant. Et à un moment donné, tu dois faire des compromis. Tu peux pas tout travailler en même temps. Et donc, il faut prendre une décision sur non. Maintenant, on va travailler ça en priorité parce que c'est le plus important. Ça, c'est priorité numéro 2. Et après, tout le reste, ben, on va mettre dedans pour cocher les cases et juste maintenir. Mais on sait qu'on peut pas tout faire en même temps. Ok. Ah, parfait. Ouais, vraiment super. Là, je vais poser une question aussi. Tu l'as déjà beaucoup évoqué sur tes podcasts, ces différentes vidéos YouTube, mais je vais quand même la poser. C'est la quantification de la charge d'entraînement, qu'elle soit interne ou externe. On a vu énormément de moyens en cours de traquer, de monitorer cette charge.
enfin, moi, des fois, je me perds. C'est-à-dire que je me dis, c'est incroyable sur un PowerPoint de voir toutes ces méthodes, mais sur le terrain, c'est impossible de faire ça. Enfin, je prends par exemple un contexte, je sais pas, en judo, j'ai une équipe nationale, j'ai 15 judokas. Ben, je veux traquer leur charge de travail sur mon stage, par exemple. Je peux pas venir avec, je sais pas, 15 cardio-fréquences mètres, parce qu'en judo, déjà, les moyens, c'est pas incroyable. Je peux pas venir avec ma machine à lactate et à la fin de chaque randonnée, donc c'est un petit combat, un petit sparring de judo, leur prendre leur lactate, tu vois. Qu'est-ce que toi, comment est-ce que tu vois ça, cette quantification de la charge, comment est-ce que tu fais, toi? À défaut d'avoir beaucoup de moyens, et par exemple dans un contexte de sport d'équipe de haut niveau où tu as des GPS, où tu as quelqu'un qui a un poste à temps plein pour analyser Ouais, les données GPS, qui sait comment analyser les données GPS, parce que c'est pas juste parce que tu as une table Excel que tu sais ce que tu dois faire avec. ouais, c'est clair. C'est pas, ah ouais, nous on a couru plus que l'autre équipe, donc on est meilleur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, à moins d'avoir tout ça, le plus simple, à mon avis, et le plus pertinent pour la majorité des sportifs et des prépas, ça va être la charge Foster. Ça va être RPE de séance multiplié par le temps en minutes. Ça te donne une unité arbitraire de charge ou une charge en unité arbitraire. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que tu peux le croiser sur n'importe quelle modalité de travail. Donc que tu aies fait du travail technique sur le tatami, que tu aies fait du renfort musculaire, que tu aies fait une séance de zone 2 sur le vélo, tu peux te croiser en fait toutes ces valeurs et avoir une charge Foster que tu vas pouvoir suivre sur la semaine. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire que une séance super courte, super intense de judo et ensuite à une séance plus longue et à plus basse intensité en vélo, peut-être que ça a la même charge arbitraire, mais ça ne veut Ouais, pas dire que c'est la même séance. Ça, ouais, ouais, faut le garder en tête. Donc, on a cette charge, cette unité de charge Foster qui est intéressante, mais il faut garder la vue d'ensemble aussi. Est-ce que tu as fait 10 entraînements de zone 2 et 2 entraînements de judo, ou tu as fait 8 entraînements de judo et 4 entraînements de zone 2? C'est pas la même semaine. Et c'est là où je disais qu'il faut garder l'œil sur différents paramètres en même temps. Tu peux pas juste regarder ta charge Foster et ça te donne toute l'information. Parce que non, tous les modèles, en fait, ils vont réduire la réalité à des choses plus simples, plus basiques et découpées en fait en petits morceaux. Et d'ailleurs, pour élaborer un peu là-dessus, c'est la nature du processus scientifique. Hein, la méthode scientifique en elle-même, elle va chercher à modéliser la réalité. Modéliser, ça veut dire dans une certaine mesure simplifier, parce que tu ne peux pas inclure une infinité de paramètres dans ton modèle, alors que la complexité du monde est infinie. Et ouais, donc, d'un côté, il faut réussir à garder la vue d'ensemble, ça veut dire non segmenter et vraiment garder l'image complète. Et de l'autre côté, il faut savoir quand même découper en petits morceaux pour analyser certaines choses. Et ça, je pense que c'est ça qui est dur au début, parce qu'encore une fois, c'est pas ou, c'est et. Il faut les deux. ouais, Il faut savoir décortiquer sa charge Foster, mais il faut savoir garder la vue d'ensemble sur le fait qu'on a fait tel et tel entraînement, on est dans un contexte de stage ou on est dans un contexte de compétition. Et ça, c'est des choses qui vont changer. Donc, pour revenir à ta question, pour moi, la charge Foster, c'est le plus simple. Avoir une bonne idée de la monotonie sur la semaine, ça va déjà nous donner beaucoup d'informations sur la qualité de la répartition et optimiser au final la répartition de la charge sur la semaine pour favoriser la récupération et la performance. Après, au-delà de ça, par exemple, pour un coureur, c'est intéressant de quantifier la charge externe en termes de kilomètres. Mais encore une fois, les kilomètres courus lentement et courus ouais, rapidement, c'est pas pareil. pareil. C'est pour ça que dans les sports d'équipe de haut niveau, par exemple, on va souvent regarder avec les GPS, on va regarder forcément le total parcouru, on va regarder le nombre de mètres parcourus au-delà d'une certaine vitesse, proche de Vmax. En rugby, on va regarder les impacts avec là aussi le GPS et l'accéléromètre au niveau des G que les mecs y prennent, combien d'impacts ils prennent. Et donc ça, c'est toutes des informations supplémentaires. Mais encore une fois, le plus simple, ça reste la charge interne que l'on va pouvoir croiser avec cette charge Foster. Si on a la possibilité de quantifier une charge externe, ça peut être intéressant, mais souvent, c'est limité à une modalité de travail. Hein, je peux quantifier les kilomètres en course à pied, mais mes kilomètres de vélo, ce ne sera pas pareil. Je peux quantifier ma Ouais, charge en haltéro et en force, mais selon les exercices que je fais, j'ai pas de charge que je peux assigner directement parce que j'utilise un élastique. Qu'est-ce que je mets comme charge? Je peux pas croiser la couleur d'un élastique avec la charge que j'ai sur mon back squat. ouais, Donc à un moment donné, il y a une limite au final à ce transfert et c'est pour ça que je reviens souvent et quasiment tout le temps à la charge Foster comme base parce que même si c'est un modèle qui est imparfait, ça nous donne quand même une base de raisonnement pour notre prise de décision.
ah là, l'athlète est tombé malade 3 fois dans l'année et c'était à la suite de 2 ou 3 semaines d'entraînement où on a vu une charge Foster qui était bien plus haute que ce qu'on a vu auparavant et peut-être qu'il nous manquait une petite semaine de décharge par-ci, par-là pour alléger un petit peu la chose. Ok, ben là, on peut refléter et se dire, ben, la prochaine fois, peut-être qu'il faut qu'on impose un deload ici. Et si on voit une charge Foster de la semaine qui monte au-delà de ça, et que les indicateurs de wellness, par exemple, le matin au réveil, nous disent que l'athlète est fatigué, ben, peut-être qu'il faut qu'on prenne des décisions sur le management de cette charge. Donc je pense que pour moi, c'est ce qui est le plus pertinent. C'est top, tu parles de deload. J'avais justement une question là-dessus. Incroyable, la transition. Le deload, on a vu en cours qu'il y a des préparateurs physiques qui planifient le deload. Moi, dans mon raisonnement, le deload, c'est plus, bon là je suis très jeune, mais en tant que préparateur physique, c'est quelque chose plutôt que je ressentirais. C'est-à-dire pourquoi mettre un deload à mon athlète si il est par exemple au meilleur de sa forme et je vois que je peux le pousser encore un petit peu plus. Est-ce que toi, le deload, la décharge, c'est quelque chose que tu planifies, tu dis ok, cette semaine-là, je vais le décharger un petit peu, ou est-ce que c'est quelque chose où tu vas attendre le feedback de ton athlète pour te dire ok, là il a besoin un peu que je le ralentisse et à contrario, ok, là, il a besoin que je le pousse un petit peu. Les deux. Les deux, ok. C'est-à-dire que je vais avoir mon plan de saison avec les échéances compétitives ou alors, je sais pas, des week-ends de simulation si on fait un très longue distance, des choses comme ça. Ouais, Et donc, je vais planifier déjà mes deloads autour de la structure de la saison que j'ai établie à des ok. moments clés. Et si après, peut-être qu'on a mal géré le truc, peut-être qu'il y a des événements de vie qui sont hors entraînement qui font que l'athlète n'a pas pu absorber la charge comme on l'espérait et qu'on doit placer un deload supplémentaire ou qu'on doit décaler les choses pour que ça fonctionne, eh ben, sur le terrain, on va adapter. Hein. On va jamais être rigide avec le plan qu'on a mis en place parce que le plan, c'est toujours le plan A et le plan A, c'est jamais celui qui est fait du début à la fin. Il y a un plan B, il y a un plan C, il y a un C de version 3 et c'est de l'itération en fait. Et ça au début, c'est dur parce que tu te dis non, mais moi j'ai envie d'écrire un programme maintenant pendant 16 semaines et puis on va suivre le programme à la lettre, mais on n'est pas des machines. On n'est pas des machines, on est des êtres vivants, on est des êtres vivants complexes qui réagissons à une infinité encore une fois, de paramètres, de stimuli et d'input de notre environnement par rapport même à la saison dans laquelle on se trouve. Hein, la transition octobre-novembre, quand il commence à faire plus froid, il y a plus de vitamine D avec le soleil, et ben ça va avoir un impact sur notre rythme d'entraînement et sur la capacité de récupération et potentiellement la qualité du sommeil, l'humeur, la motivation à l'entraînement. Ça, c'est tout des choses qu'on ne peut pas juste paramétrer 6 mois à l'avance. Donc, tu es obligé de faire un plan, de comprendre que ce plan, il est imparfait, mais c'est pas grave parce que au fur et à mesure, on va l'adapter et on va le faire évoluer avec les retours de l'athlète. Donc, à mon avis, il faut avoir les deux et c'est intéressant, à mon sens, d'avoir quand même des deloads qui sont préétablis. Ok. Sur et là aussi, on a pas mal d'options sur comment on va opérer au niveau du placement de ces deloads. Est-ce que c'est un athlète plutôt puissant, qui a donc un profil très explosif, mais qui a de la peine avec beaucoup de volume. Et donc, on va faire 2 semaines très intenses et ensuite une semaine de décharge. Et on va répéter ce cycle assez court au final, sur 3 semaines, des fois même sur 2 semaines, maximum 4 semaines. Et alors que pour quelqu'un d'un profil très endurant, ben peut-être que quelque chose d'assez linéaire, où on a une progression très très lente sur 4, 5 semaines, et ensuite un deload derrière, peut être tout à fait pertinent. Et encore une fois, ça dépend de la saison, ça dépend du sport et ça dépend de l'athlète. Donc, Ouais. c'est à nous de choisir après, c'est à nous aussi de tester un petit peu sur le terrain qu'est-ce qui fonctionne. Et peut-être ce qui a bien fonctionné pour l'un va bien fonctionner pour l'autre. Peut-être que ça dépend aussi des prédispositions psychologiques ou de la personnalité de l'athlète. Peut-être que ça dépend d'une semaine de vacances qui avait été planifiée où la personne part avec sa famille et pas en mesure de s'entraîner. Ben, ça peut être intelligent de placer un deload sur cette semaine-là plutôt que de planifier ta plus grosse séance de l'année. Non, ouais. Puis après, ah ouais, non, mais j'ai pas de gym, je peux pas aller m'entraîner. Comment on fait? Ouais. Donc, prendre toutes ces choses-là en considération, c'est intéressant. Et ensuite, ajuster au fur et à mesure selon les retours de l'athlète. Ok, super, super. Tu parlais de progression. Là aussi, il y a aussi deux écoles qui s'opposent un petit peu. C'est que j'ai l'impression, quand on parle de progression, il y a des athlètes, il y a des préparateurs physiques, pardon, qui vont tester leurs athlètes tout le temps. C'est-à-dire que je vois des vidéos, par exemple, où chaque semaine, ils vont pour leur PR sur un, par exemple, sur un, je sais pas, un back squat. Cette semaine, tu fais ton PR. La semaine après, tu fais ton PR. Sur un broad jump, tu fais ton PR. À chaque fois, tu fais du PR. Donc, tout le temps en train de les tester, de pousser l'athlète. Et il y a d'autres entraîneurs où ils sont plus
sur le ressenti, sur voir l'athlète, comment il progresse. Il y a des entraîneurs même qui me disent que moi, je vois quand l'athlète est fort et je sais ressentir quand il sera moins fort. On avait parlé de l'œil de Maquignon, je ne sais pas si tu connais, c'est un truc que moi, qui me parle beaucoup, que j'aime bien. Toi, tu le vois comment, ces choses-là? Parce que moi aussi, genre, à l'université, par exemple, on nous a parlé aussi de if you're not testing, you're guessing, par exemple. Donc, je me dis, OK, l'œil de Maquignon, il a quand même ses limites. Donc, toi, comment tu vois la chose un petit peu? Pour moi, chaque entraînement peut être un test si tu OK. quantifies quelque chose durant la séance. Ouais. T'as OK. pas besoin de marquer test sur ta feuille d'entraînement pour que ce soit un test. Hein, OK. je fais une séance, je sais pas, je fais une séance de vélo au seuil, je fais 3 fois 6 minutes à 90% du deuxième seuil, par exemple. Je peux quantifier la fréquence cardiaque, je peux quantifier le RPE, je peux quantifier le lactate si j'ai ces outils à disposition. Et si j'ai bien planifié mon truc et qu'il y a 3 semaines ou 4 semaines en arrière, on a fait cette même séance déjà, eh ben, c'est un test parce qu'on va pouvoir comparer par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc, on n'a pas OK. besoin d'un test formalisé pour extraire des informations. C'est l'idée du monitoring. Le monitoring, en fait, c'est un test en situation. Parce que le test, l'avantage, c'est que tu as des données, disons, très, très cadrées qui vont te permettre de mesurer une progression. Le désavantage, c'est que c'est un entraînement de moins que tu as fait. Ouais. Alors que si tu as fait ton test durant la séance, et je veux dire, tu peux très bien faire un test de broad jump dans une séance d'entraînement. Je ne dis pas que tu dois choisir l'un ou l'autre. Et je pense qu'il y a des phases aussi selon la période, selon, encore une fois, l'état psychologique de l'athlète. Peut-être que là, ton athlète, il est en feu et c'est vraiment le moment pendant 3 ou 4 semaines de pousser un petit peu les limites parce que c'est le moment de capitaliser sur 4, 6 mois de boulot qu'on a fait avant de développement. Et il y a des phases où on est plutôt en maintien parce qu'on est focus sur la compétition, ou alors il y a des choses qui se passent au niveau perso et c'est pas le moment de pousser l'enveloppe au niveau de l'entraînement parce qu'on sait qu'on va pouvoir potentiellement pousser l'athlète un petit peu trop loin et que ça va nous coûter ensuite sur la récupération, le risque de blessure, etc. Donc, je pense qu'il faut savoir naviguer entre les deux. Encore une fois, les tests, c'est des outils. Et Ouais. après, il y a aussi, à mon avis, garder en tête que les tests, c'est cool, c'est super intéressant, mais qu'est-ce que tu vas faire avec les résultats? Moi, quand je bossais avec l'équipe de rugby amateur à Nyon à l'époque, eh ben, j'avais tous les outils pour faire un test, un profil force-vitesse en sprint. OK. J'avais appris comment faire un kinogramme pour faire des feedbacks assez détaillés sur la posture de sprint, la position, etc. Mais j'ai 50 bonhommes à gérer sur les deux équipes seniors. J'ai 2 fois 1 heure dans la semaine pour les entraîner. La pré-saison, elle dure à peu près 4 semaines et demie jusqu'au premier match. Est-ce que c'est pertinent de tester tout le monde alors que en fait à ce niveau-là ils sont simplement en train d'apprendre à sprinter et que faire des éducatifs, faire des gammes, faire de l'école de course et faire une progression de sprint extrêmement simple avec du sprint en côte, du sprint à plat, du sprint lancé, ça suffit largement pour me développer. Et j'ai pas besoin de dépenser, entre guillemets, de dépenser deux Mhm. jours à faire des Ouais. tests juste pour avoir des datas que je vais pas pouvoir utiliser derrière. Pareil sur un test cardio, est-ce que un demi-cooper, c'est le test le plus spécifique au rugby? Non. Par contre, j'ai une piste d'athlétisme, j'ai 50 bonhommes, ça me prend littéralement 6 minutes à tous les tester. Je peux séparer en 3 groupes et je peux leur faire faire leur tempo intensif de manière très, très concrète. Et avec très très peu de temps investi dans le testing. Ouais, mais un Bronco c'est mieux. Ouais, mais tel test c'est plus pertinent. Non, en fait, le meilleur test, c'est celui qui va t'aider à informer l'entraînement de manière concrète et qui va te prendre le moins de temps et le moins de moyens à mettre en place, à mon avis. Après, quand tu as l'embarras du choix, quand tu as beaucoup de moyens, et Ouais. puis quand tu peux justifier faire des tests plus poussés, eh ben vas-y, fais-toi plaisir. Mais très souvent, on peut progresser avec des choses extrêmement simples, et je pense que ça vaut la peine de garder ses cartes, garder ses atouts, garder ses jokers pour plus tard, quand on aura vraiment besoin. Quand la progression très très simple, elle fonctionne plus, et ben là, on va chercher des méthodes un peu plus avancées, là, on va pousser les tests un petit peu plus loin. Donc ça dépend encore une fois du contexte dans lequel tu te trouves. OK. Ok, super intéressant. Tu parles encore une fois de progrès, ça me fait penser, si on repart de la base de planification, sur une planification linéaire, j'ai encore cette courbe entre intensité et volume en tête, là, ou alors en bloc avec phase d'accumulation, et spécificité et justement peaking. Donc l'affûtage, le moment où tu es censé être à ton top du top. Je vois beaucoup, je lis beaucoup de choses où des fois j'ai l'impression que les préparateurs physiques, c'est un peu des magiciens, tu vois. Et ils arrivent à prédire que ce jour-là, à ce moment-là, l'athlète, il sera au top de sa forme, donc il sera à son pic. Et après, ça va se casser la tronche et il sera plus en forme. Est-ce que ça, c'est un fantasme? Est-ce que ça, c'est un mythe? Est-ce que les pics, ils existent réellement? Comment est-ce qu'on peut interpréter ça, en fait?
Je pense que les pics, ils existent réellement. Je Ok, pense qu'il y a une part individuelle importante sur l'affûtage d'athlète ouais, à athlète. C'est-à-dire que certains vont être mieux avec 7 jours d'affûtage, d'autres auront besoin de 2 semaines d'affûtage. Ça dépend aussi du sport, ça dépend encore une fois du profil de l'athlète. Et ça, c'est des choses qu'il faut tester concrètement sur le terrain et voir ce qui fonctionne le mieux pour ton athlète. ok, Donc ça, c'est important. Après, tu as différents modèles d'affûtage avec une décroissance linéaire, une décroissance exponentielle du volume, etc. Quoi qu'il arrive, en gros, il faut couper le volume en deux dans les 10 derniers jours. Ça, c'est pour moi, on va dire, le modèle le plus simple. C'est qu'il faut en tout cas couper le volume en deux dans la dernière semaine, garder ouais, de l'intensité pour pas que le nerveux il soit à plat et mettre l'athlète en confiance. Hein, ça, c'est, je pense, super important. On l'oublie, mais au cœur de la performance, il y a les prédispositions ou la disposition psychologique de l'athlète qui va pouvoir performer à son plein potentiel durant la compétition. Et pour ça, il faut être en confiance. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour mettre l'athlète en confiance avec ces paramètres de volume et d'intensité qui vont varier durant l'affûtage? Typiquement, je dirais qu'il faut que l'athlète sente qu'il n'en fait pas assez dans les 7 derniers jours. Si l'athlète, il est un peu, ouais, mais est-ce que tu es sûr que ça va aller? Parce que là, je sens que j'en fais pas assez, parce que tu as coupé ces séances de haute intensité en deux, tu as enlevé la moitié du volume. Donc, forcément, ça change pas mal. Et encore une fois, ça, faut le vivre. Et ensuite, la deuxième fois, ça ira déjà beaucoup mieux parce que tu auras l'expérience précédente. Hein. Et ouais, pour revenir à cette idée de modélisation, je pense que, bah, encore une fois, si on revient sur le modèle de Foster, tu peux, à partir de la charge Foster, donc on a l'indice de monotonie dont j'ai parlé avant, qu'on peut calculer. Tu peux calculer une contrainte aussi. Tu peux calculer ensuite la forme. Et donc, tu vas pouvoir prédire dans une certaine mesure, avec ces variations de charge de jour en jour, où est-ce que le pic de forme va se trouver par rapport à la contrainte, par rapport à la charge de la semaine. Ça, c'est, encore une fois, je ne pense pas que ce soit une science exacte, mais je pense que c'est des bons indicateurs qui nous aident ensuite à prendre des décisions sur, OK, est-ce que j'ai varié de manière appropriée la charge pour arriver à la compétition. Mais encore une fois, il faut tester ça sur le terrain avec ton athlète. Et il faut voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois. Je te donne l'exemple de Claudia avec qui je travaille, Claudia dans le CrossFit, donc, qui est vraiment très très bien rodée sur les affûtages maintenant. C'est-à-dire ok, qu'en termes de planification, c'est elle et Luc, le head coach, qui gèrent les 10 derniers jours pré-compétition et ils savent exactement quoi faire, ils savent exactement comment organiser les choses pour qu'elle arrive à la compétition fraîche et en plein potentiel de ses moyens. Euh, Encore une fois, faire, apprendre et retranscrire les apprentissages pour la suite. ok, ok, super. Je sais que toi, tu aimes beaucoup les entraînements à basse intensité. Je regarde plein de vidéos où tu parles de zone 2 de basse intensité. Sur les sports d'endurance, ça me paraît hyper logique. Tu vois, c'est super important pour les adaptations physiologiques de base aussi. Est-ce que sur des sports, comme par exemple, je pense au judo ou MMA, est-ce que, hormis, on va dire, la off-season, une phase préparatoire, est-ce qu'il y a un intérêt pendant la saison à faire des entraînements de zone 2, sachant que, comment dire, l'aspect technico-tactique, par exemple, sur des sports de combat, il est déjà tellement haut, tellement élevé. Est-ce qu'on peut se permettre justement de prendre de ce temps sur la semaine pour faire un travail de zone 2, par exemple, ou est-ce que tu privilégierais plutôt, on va dire, après, rien n'empêche, tu me diras, de faire une séance technique ou tactique en zone 2, on peut être en basse intensité, il ne faut pas non plus courir pour faire de la basse intensité. Mais est-ce que toi, tu ferais des séances, par exemple, dédiées juste course à pied ou juste vélo? Ou est-ce que ça, on va dire, proche de la compétition, tu vois pas forcément l'intérêt de faire quelque chose comme ça? On revient au contexte. De quoi l'athlète a besoin? Est-ce que c'est un athlète qui a déjà une énorme caisse et une très très bonne récupération et on peut vraiment dédier toutes nos billes sur le spécifique à ce moment-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut-être a manqué un petit peu de capacité de travail et de capacité de récup dans le passé, à qui on a essayé de faire un petit peu de travail de basse, moyenne intensité sur le bloc précédent pour lui donner plus de moyens de récupération, on va dire, sur la phase spécifique. Et Ouais, peut-être que garder une ou deux séances de basse intensité dans la semaine peuvent nous permettre aussi d'alterner justement entre ces entraînements très spécifiques et très difficiles et des moments pour se relâcher un petit peu et contrebalancer cette intensité. Et là, ok, encore une fois, ça va être individuel.
Donc, on ne peut pas dire il faut absolument dans telle phase mettre tel entraînement. Ça, on revient à cette idée d'être marié à une méthode. Ça, ce serait être marié à la méthode de la zone 2 en disant tout le monde doit faire de la zone 2 à tout moment de l'année. Dans cette phase, il en faut tant. Dans cette phase, il en faut tant. Non. Est-ce que l'athlète en a besoin? Est-ce que c'est pertinent par rapport aux objectifs et par rapport aux priorités dans la phase actuelle? Donc, on peut le justifier en oui et on peut le justifier en non aussi, selon ces différents paramètres. Ok, ok. Tout à l'heure, on parlait de foot un petit peu, où je te disais que les différences culturelles, des fois, je prends un sport, j'ai l'impression que c'est deux sports différents. Petite anecdote, la semaine passée, il y a un préparateur physique d'une équipe de Ligue 1 qui est venu chez nous à l'université, par exemple. Et je posais justement la même question que je t'ai posée à toi. Est-ce que faire de la force, par exemple, sur les sports d'endurance, t'en parlais en début de vidéo, je lui ai dit, est-ce que ça a un intérêt? Et je lui parlais de la fameuse vidéo, comme on a tous vu du PSG, où ils font de l'haltérophilie et les mouvements, on va dire, ils étaient un peu douteux niveau technique. Et je lui dis, pourquoi est-ce que dans le foot, la qualité, on va dire, de la préparation physique, elle est aussi basse? Et est-ce qu'il y a un intérêt de faire de la force maximale, de planifier des séances vraiment dédiées à la force maximale dans le foot? Et lui m'a répondu la question, écoute, Ousmane Dembélé, je ne sais pas s'il fait de la force maximale, en tout cas, il est ballon d'or. Moi, il m'a répondu ça, je ne pouvais pas lui dire non, parce qu'effectivement, il a raison. J'ai l'impression, comment dire, qu'il a un peu esquivé la question en mode, oui, il fait peut-être de force maximale, mais c'est le meilleur joueur du monde. D'accord, mais est-ce que s'il en faisait, il ne serait pas encore plus fort que les autres, ou il ne serait pas encore plus performant, ou il serait justement moins blessé, parce que c'est un joueur quand même qui est très souvent blessé. Comment tu vois, toi, ce travail de force max en foot, ou même le travail de musculation en général, mais j'ai l'impression que c'est souvent, le foot, c'est bien, on fait que du spécifique, on travaille que sur Bosu. Attention, je critique pas le Bosu, parce que le Bosu, c'est un super outil, encore une fois, dépendant du contexte et ce qu'on veut travailler. Et j'ai l'impression qu'ils font de l'ultra spécificité et que souvent ils oublient la base un petit peu. Je pense que dans ta question, il y a cet élément de culture sportive qui doit revenir. Ok, Et de l'aspect social et de l'aspect politique aussi du sport de haut niveau. Et l'aspect économique. Quand tu as des athlètes qui valent des dizaines, voire des centaines de millions d'euros, euh, peut-être que de faire de la force max qui est à contre-courant culturellement parlant dans le foot de haut niveau ou dans le foot en général, qui, aux yeux de certains, augmente le risque de blessure, si c'est mal fait surtout. Est-ce que, en tant que préparateur physique, tu vas tenter ta chance là-dessus? Ou est-ce que, et ça, ça je l'ai entendu plusieurs fois dans le domaine du foot de haut niveau notamment, en fait, quand tu achètes un joueur, tu achètes un ouais, produit fini. C'est-à-dire ok, qu'il arrive avec ses forces, ses faiblesses, sa Vmax, sa force max, et c'est comme ça. ok. Donc Et tu on dois va, l'entretenir en fait, juste. et on va pas prendre de risques Ok, parce que ben, ce qui dit prise de risque dit prise de responsabilité. Qui dit prise de responsabilité, c'est jouer son poste en fait. Parce que si tu décides, non, non, moi je vais faire quelque chose et je vais améliorer leur Vmax, mais que pour une raison ou une autre, il y a une blessure dans un contexte de vitesse maximale ou autre, eh ben, c'est toi qui vas gicler. Parce ouais, que on a cette culture de, et encore une fois, ça dépend du club. Donc là, je parle de manière très générale. Il y a des clubs dans lesquels c'est le cas. Il y a d'autres clubs qui n'ont pas cette même culture et qui essayent vraiment de développer leurs athlètes. Mais avec les contraintes économique et politique du sport de haut niveau, le fait de vouloir garder son poste, le fait de, encore une fois, peut-être pas vouloir prendre de risques, peut-être qu'on ne nous laisse même pas le choix de prendre des risques. Et le fait que très souvent aussi, quand tu as des athlètes qui pèsent ce genre de montant, eh ben, ils décident un petit peu de ce qu'ils veulent faire et de ce qu'ils veulent pas faire. Et que même si peut-être qu'ils se blessent souvent parce qu'ils manquent de capacité de travail, peut-être qu'ils se blessent souvent parce qu'ils font que du spécifique et ils n'ont aucune base générale, je veux dire, moi j'ai quelques chiffres de footballeurs de haut niveau, donc qui sont dans des clubs ouais. professionnels en Ligue 1 en France. Et si on parle de seuil en termes d'endurance en course à pied, qui ont des seuils qui sont équivalents à des athlètes de CrossFit amateurs. C'est des mecs qui sont payés pour courir quand même. Ouais. Donc, à un moment donné, je sais qu'il y avait à l'époque une grosse culture de la course à pied. Tu faisais du foncier en début de saison, tu avais une grosse base et ça faisait partie de la culture. Aujourd'hui, c'est du 30-30, c'est du 15-15, c'est du 40-40. Et ça, c'est la culture du foot. Et encore une fois, je caricature, mais pas tant que ça. Donc, Ouais. après, je pense que la réponse, c'est que la force, ça fait partie intégrante de la préparation physique, à mon avis. La force a montré, que ce soit pour des sports d'endurance ou autres, que c'est un des moyens de prévention de blessures les plus importants. Hein, en course à pied, on parle de 60, sauf erreur, 66% de réduction de blessures en incluant du travail de force. Et c'est même pas de la force max, c'est juste Ouais.
fais du renfort, tu vas moins te blesser. Tu auras des tissus qui seront plus résilients, tu auras des tendons, des ligaments qui seront plus résilients, tu auras une densité osseuse qui va augmenter de par cette contrainte mécanique. Enfin, il y a tellement de bienfaits. Tu vas avoir une économie de course qui va être augmentée à des vitesses sous-maximales du fait de cette commande motrice qui est améliorée, tout l'aspect neuromusculaire qui est engagé. Enfin, je veux dire, les arguments, ils sont tous là. Mais la réalité du terrain, c'est que c'est pas la logique, en fait, qui dicte la réalité du terrain. Donc, pour moi, oui, ça a du sens de faire de la force max. Après, il y a aussi la situation où tu as ce genre d'athlètes qui sont des phénomènes absolus dans leur sport. Et au final, encore une fois, est-ce que toi, en tant que préparateur physique, tu vas prendre le risque de faire un truc différent pour essayer de leur faire gagner 10 kilos sur leur back squat? Ou est-ce que tu vas juste dire, tu sais quoi, on va faire un petit peu d'élastique sur un bosu, comme ça il bouge un petit peu, mais on prend pas trop de risques. Et au final, comme il a dit, il est ballon d'or, donc ça suffit. Ouais. Tu vois, ça suffit. Et je pense qu'il y a, au centre de cette question, il y a une discussion presque éthique et philosophique de qu'est-ce qu'on essaye de faire avec la préparation physique. Et on ne peut pas dissocier cette réflexion très, très logique vis-à-vis de la préparation physique de la culture du sport. Tu es obligé de prendre ce paramètre-là en compte. Hein, on revient à cette idée de essayer de découper les choses en petits morceaux. Ben, on essaie de découper le fait que la force c'est bénéfique pour l'endurance, pour la prévention de blessures, pour la vitesse max, etc. Mais la réalité, c'est qu'il faut garder la vision d'ensemble. Et la vision d'ensemble, c'est on fait pas quelque chose parce que c'est forcément logique. Peut-être qu'on fait quelque chose parce qu'on a toujours fait comme ça. Peut-être qu'on va pas faire ça parce qu'on a décidé que c'était pas bien ou parce qu'on a entendu que ou parce qu'on nous a toujours dit que. Et je pense que ce paramètre culturel il est très très important dans le sport et on n'y pense pas assez. Bah écoute, je te remercie. C'était super d'échanger avec toi. Je te dis, d'habitude, j'avais l'habitude de te voir sur YouTube. Tu n'avais pas d'échanger avec toi comme ça. Donc, c'était une super occasion et une super expérience pour moi, quoi. Bah écoute Noah, comme je te l'ai dit avant, moi j'ai eu la chance et j'ai encore la chance de gens qui me donnent leur temps, que ce soit via le podcast ou des opportunités pour discuter et qui me permettent moi d'avancer, de réfléchir. Et si je peux rendre l'appareil et t'aider ou aider la communauté au sens large avec ce genre d'interaction et répondre à quelques questions, c'est un plaisir en plus qu'on puisse le diffuser et le partager au plus grand nombre. Donc je te souhaite tout de bon pour tes aventures futures dans ton développement et dans ta carrière. Et j'espère que notre petit échange pourra servir d'autres aussi sur les sujets dont on a parlé. Bah, merci à toi. Je te souhaite une super continuation et une super journée. À bientôt. Salut Noah. Merci, Sean. Salut. Le Mastermind Endurance, c'est pour les coachs prépa physique kiné qui souhaitent comprendre et programmer l'endurance pour leurs sportifs, athlètes, patients. C'est comme si on était à l'école, mais en distanciel. Ça permet de se former plus rapidement et de la meilleure des façons. La mise en pratique tout de suite, ça quand tu es professionnel, c'est vraiment top. Ça rend les choses beaucoup plus simples quand on se pose devant une feuille pour écrire un programme. Le fait d'essayer de synthétiser toute ma pensée autour de l'endurance sur 12 semaines de formation. Tu as donné aussi une formation qui était pour moi très claire, sans trop d'informations. Tu as un support vidéo, tu as un support écrit, tu as un retour. Le fait aussi d'avoir chaque semaine un chapitre, t'es pas noyé dans une masse d'infos dès le départ. Là, ça arrive au compte-gouttes. La plateforme, elle est intuitive, il y a juste à cliquer, tout est à dispo. Avec les retours qui ont été extrêmement positifs. En termes de formation, sur tout ce que j'ai fait, c'est la meilleure structure que j'ai eue. Pour moi, c'est la meilleure formation que j'ai faite à l'heure actuelle. J'ai rien à dire sur ta formation parce qu'elle est vraiment, vraiment très, très bien. Je suis très satisfait. Ça donne toutes les cartes en main d'un point de vue planification de l'endurance. Je travaille plus au hasard. Plus d'assurance et me sentir plus pro dans ce que je proposais. N'importe quel coach qui s'intéresse à l'entraînement, je pense qu'il a tout intérêt à faire ce mastermind. Et c'est via l'échange, via les questions qu'on peut vraiment faire une différence. Et puis cette dynamique qu'on a eue au niveau du groupe et qu'on continue à avoir aussi, franchement c'est top. C'est pas juste des vidéos à regarder, c'est un groupe. Il y a un groupe WhatsApp, il y a un groupe d'échange tous les dimanches soirs où on discute, où on se pose des questions, où on se challenge un petit peu. Le fait d'avoir un groupe, d'avoir les réunions le dimanche, d'avoir vraiment des vrais exercices à faire pratiques. C'est ce suivi-là en fait, d'avoir ces rendez-vous réguliers, ça aide à s'investir un peu plus. On s'entraide parce que ensemble on va plus loin. Maintenant, avec les connaissances que j'ai au niveau du mastermind, ça me permet aussi de voir tout de suite si on va dans la bonne direction ou non. Je me casse plus la tête, je vais beaucoup plus vite à faire mes programmations. Je vois avec mes clients que tout de suite en fait ça fonctionne. Et du coup, c'est plus facile de répondre aux questions, de dire voilà, tu vas faire telle séance, ça va t'apporter à court terme et à long terme ça et ça. Et essayer de maintenir le plus possible cet aspect communautaire, créer une communauté de gens qui veulent réfléchir, qui pensent pas nécessairement tous la même chose, mais qui ont envie de se challenger et de réfléchir et d'avancer pour être meilleurs et essayer de faire un meilleur travail.